as une phrase qui t'appartient, par exemple. Quelque chose que tu dis à chaque fois que tu ouvres, à chaque fois que tu closes. C'est ta marque. On te reconnaît par ça. Pas juste le nom, mais c'est ta signature. Donc, ça te prend une stratégie. Puis de là, tu vas découler de quel outil que tu vas utiliser pour mieux réaliser ta stratégie. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Kerlando Moret, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle, un sujet que je crois qui est extrêmement important pour nos communautés, nos entrepreneurs. Alors, on va en parler aujourd'hui avec Lauriane. Bonjour. Franz. Bonjour. Et Ismaël. Bonjour. La question que je pose à tout le monde, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené là où vous êtes actuellement? Fait que je vais commencer par Lauriane. OK. Moi, c'est Lauriane Maillefort. Je suis scientifique de développement en microfabrication et candidate à la profession d'ingénieur. Je travaille dans le domaine microélectronique. Donc, basically, je suis ingénieure en microélectronique, mais je n'ai pas encore le titre, donc je n'ai pas vraiment le droit de le dire. Au niveau de mon parcours, c'est assez, bon, pas forcément varié. J'ai toujours été quand même dans le domaine scientifique. J'ai grandi en Guadeloupe, donc j'ai fait le lycée scientifique là-bas. Ensuite, je suis partie en France pour commencer mes études. J'ai testé d'entrer dans la médecine. Ça n'a pas fonctionné, donc je me suis redirigée vers les sciences de la vie. Donc là, j'ai fait l'équivalent d'un bac en biologie, biochimie. Et ensuite, je me suis dit que je ne voulais pas rester dans la recherche fondamentale. Donc, je me suis dirigée vers la science appliquée, donc l'ingénierie. Okay. Et je voulais un peu changer d'endroit, bouger, donc je ne voulais pas rester en France. Sachant que je ne parlais pas anglais back then, je me suis dirigée vers le Québec où j'ai trouvé un programme de génie en biotechnologie. Donc, j'ai été acceptée dans ce programme. J'ai fait mon université à l'université de Sherbrooke. J'ai eu mon bac en génie biotechnologique. Puis, mon premier emploi, qui est mon emploi actuel, ça a été donc avec mon employeur, qui est le Centre de collaboration micro-innovation. Et c'est pas du tout en biotechnologie, c'est en microélectronique, mais j'apprécie quand même vraiment beaucoup cet emploi. Puis en gros, je travaille dans une équipe qui travaille sur les MEMS, qui sont des microsystèmes mécano-électroniques. Okay. Donc, basically, ce sont vraiment des petites pièces qui transmettent un signal et ça fait la pièce, donc soit bouger ou transmettre un signal électronique. OK. Fait que ces pièces-là, on peut les retrouver où dans... Franchement, c'est assez varié. Là. Okay. On peut les retrouver dans pas mal de domaines, que ça soit la photonique ou encore dans les téléphones, donc tout ce qui est télécommunications, automobile aussi, tout ce qui est senseur dans les voitures, aussi biomédical. Donc, c'est vraiment, vraiment très varié. OK, c'est parfait. Merci. Franz? C'est une très belle suite parce que moi, je suis justement un ingénieur en micro. Okay. J'ai une formation double en génie électronique et en vision par ordinateur ou, comme ils disent, en computer vision. Essentiellement, en fait, moi, ce n'était pas mon rêve de devenir un scientifique ou de travailler dans le secteur des technos. Mon premier rêve, c'était de devenir joueur de soccer professionnel. Donc, c'est vraiment par accident. Suite à un accident, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur droit du genou droit. Damn. Et quand j'étais hospitalisé, puis à l'époque, parce que bon, j'ai 48 ans, hein, donc il faut juste situer, je suis un peu plus vieux, mais à l'époque, les opérations étaient très, très, très
la récupération était très longue. Donc, c'était 9 mois minimum, 12 mois en général. Donc, j'avais beaucoup de temps et j'ai commencé à lire. Et j'aime ce qui est science-fiction, j'aime tout ce qui est, dans le fond, futuriste. Dune et Star Wars. Exact. Puis, tu sais, j'ai commencé à lire vraiment et c'est là que je me suis intéressé aux technologies appliquées. Donc, j'ai un bac, une maîtrise en génie électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aussi une expertise qui est pointue dans les microprocesseurs, mais aussi dans les processeurs, les convertisseurs analogiques et numériques. Et j'ai travaillé aussi avec les MEMS, les micro-miroirs. Ça fait une bonne transition, justement, car je travaille beaucoup, moi, avec des ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur moi-même, je n'ai pas ce talent. T'as un autre talent. Et donc, je suis avocat associé du cabinet Benoît & Côté, qui est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle basé à Montréal. Donc, c'est un cabinet multidisciplinaire avec des avocats, des agents de brevet, qui sont donc ingénieurs ou scientifiques, des agents de marque de commerce aussi. Puis, on dessert surtout des PME, mais aussi des startups ou des plus grands groupes. Et dans pas mal tous les domaines de la technologie, en fait, que ce soit de l'ingénierie mécanique, optique, électrique, les sciences de la vie, biotech, medtech, et puis aussi produits de consommation, logiciels, même vêtements, médias, là, c'est name it, là, c'est pas mal. Il y a de la propriété intellectuelle partout aujourd'hui, donc on est amené à traiter de tout, et c'est ça, je pense, qui m'a amené à choisir ce domaine de droit. Je suis un gars super curieux de nature, je m'intéresse à tout. Et même quand c'est des domaines vraiment pointus, ça m'intéresse de comprendre comment les choses marchent. C'est ça, de toucher à tout sans être un spécialiste. Parce que j'en sais juste assez pour être dangereux, comme on dit dans certains domaines. Je ne toucherai pas plus que ça. Mais dans le domaine du droit, ça permet d'avoir une pratique super variée. Et puis aussi, c'est proche de la réalité des choses, de l'évolution, de la technologie, de l'innovation. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis j'ai commencé par une maîtrise en droit des affaires, à l'Université de Montréal. Ensuite, j'avais toujours mes cours en propriété intellectuelle, droit des technologies. J'ai suivi des certifications en propriété intellectuelle après. Il y en a qui sont données à McGill, par exemple, à l'Université Osgood, à York. Et donc, j'avais dit, moi, je viens de France, et je m'en souviens, j'avais dit, sans trop savoir pourquoi, j'avais dit à un ami, je vais aller faire de la propriété intellectuelle à Montréal. Puis ça s'est juste réalisé, alors ne me demande pas pourquoi. C'est qu'à Montréal... c'est ça, c'est un terreau fertile d'innovation. Donc, c'est vraiment la place où être, et puis on le voit. On le voit au niveau des chiffres, au niveau de notre clientèle, au niveau de ce qu'on fait. C'est ça, c'est en pleine ébullition, vraiment. Ok, parfait. Mais maintenant, c'est quoi une propriété intellectuelle? C'est quoi une propriété? En fait, c'est quoi au juste? Ça sert à quoi? Ça mange quoi en hiver, comme on dit? C'est une bonne question. Puis je pense que je vais répondre à cette question de manière à décortiquer le terme. Quand on donne une définition, tu sais, il y a propriété intellectuelle. Donc, dans un premier temps, tu as la propriété. Puis, c'est quoi juridiquement la propriété? C'est un droit. Donc, c'est un droit sur... quand tu es propriétaire de ta maison, par exemple, tu as le droit de la vendre, de la louer, de faire des rénovations. Donc, tout dépendamment de la ville où tu es. Ça, c'est la propriété. Donc, c'est un droit juridique. Et après, tu as intellectuel. Donc, c'est que ton droit, il est sur le fruit d'un travail de création intellectuelle. Donc, pas un objet tangible, comme l'exemple de la maison, mais sur un actif intangible. Donc, ça devient, en fait, la propriété intellectuelle, une sorte de reconnaissance juridique, donc un droit exclusif, un monopole, sur un actif intangible. On va expliquer plus loin ce que c'est. Puis c'est aussi une récompense du travail, du fruit du travail de création intellectuelle, à travers lequel, c'est un actif, donc tu peux aussi le vendre, tu peux concéder des licences, par exemple, donc comme une sorte de location, en tirer des redevances. Donc c'est ça, c'est une sorte de terme chapeau, en fait. Et là-dessous, tu as plusieurs formes de propriété intellectuelle qui visent à protéger des aspects particuliers. Donc c'est pour ça quand on parle de brevets, on parle de marque de commerce, de droits d'auteur, de dessins industriels, de secrets commerciaux, tout ça, ce sont des formes de propriété intellectuelle qui ont chacun leurs règles et qui visent chacun à protéger des aspects différents d'un objet. Exactement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de plus par rapport à ça. En fait, c'est tellement bien dit que c'est difficile d'en rajouter, mais ce qui serait important, c'est souvent, on fait l'erreur de ne pas s'entourer d'experts. Donc, comme le disait Ismaël, la réalité, c'est que tu as besoin d'une stratégie de propriété intellectuelle
Et cette stratégie-là, une fois que tu as une stratégie, mais il faut aussi que tu t'entoures de gens qui peuvent t'aider à réaliser cette stratégie-là. Donc, tout dépendamment de ton expertise ou ton niveau de maturité, tu peux avoir divers degrés d'intérêt au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, comme le disait Ismaël, plusieurs des entreprises avec lesquelles que je travaille, moi personnellement, ont plusieurs niveaux. Parfois, le meilleur avenue, ce n'est pas nécessairement le brevet. C'est peut-être ce qu'on appelle en anglais trade secret. C'est secret commercial d'entreprise. Ça peut être commercial, ça peut être secret, une recette, ça peut être... c'est ça, parce que, tu sais, là, tu le dis, ça, c'est super intéressant parce que moi, je suis juste rendu au trademark. C'est tellement... de commerce. Exactement, je suis juste rendu là, puis je savais même pas qu'il fallait créer une stratégie, puis éventuellement exécuter cette stratégie, tu vois. Moi, je veux juste que le TM, là, soit inscrit. Ben, je savais pas qu'il y avait autant, mais j'en apprends encore plus ici. Mais ça dépend peut-être de si je peux rebondir là-dessus, ça dépend de tes affaires. C'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Si par exemple tu fais des podcasts, tu es un brevet dont parle France. Quand je parlais des différentes formes de propriété intellectuelle, c'est qu'un brevet, c'est bien spécifique, ça s'applique à, on va dire que c'est une solution, une invention technique nouvelle qui répond à une problématique. Donc c'est l'aspect fonctionnel de quelque chose que tu vas protéger. C'est différent du trademark où tu vas protéger un signe distinctif qui distingue tes services de ceux des autres. Dans le commerce, mais j'imagine que pour un projet en soi, on peut avoir quand même plusieurs types de propriété intellectuelle qu'on peut avoir recours en même temps, non? Exactement, c'est ça, c'est cumulatif. En fait, souvent, je prends l'exemple, on a tous un téléphone sur nous. On va prendre un exemple plus concret, d'accord? Le Black Ink Podcast. Qu'est-ce qui peut être fait avec? D'abord, tu as déjà... Le plus important pour moi, c'est tu as déjà le nom qui t'appartient, la marque de commerce. Et, à mon avis, il faut aller à plusieurs niveaux. Donc, une marque de commerce, elle doit être... Pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle ait une vie. Donc, quand on parle... Ça, c'est Metsaïka qui s'en occupe. Ouais, non, il faut qu'elle prenne vie, par exemple. Tu peux dire, est-ce que, par exemple, Black Ink Podcast va, par exemple, dans le futur, aller dans le metaverse? Et si on dit oui, tu vas aller dans le metaverse, alors là, il faut que tu regardes maintenant cet univers-là. It's a whole new ball game. Il faut qu'on se parle pour de vrai. Vraiment, il faut vraiment qu'on se parle. Donc, est-ce que tu vas faire des NFT, par exemple? Est-ce que tu vas rentrer là-dedans? Alors, donc, c'est pour ça que ça commence d'abord et avant tout par où tu veux aller. La propriété intellectuelle, un brevet, c'est un outil. Une marque de commerce, c'est un autre outil, mais des secrets, par exemple, ça peut être, tu sais, t'as une phrase qui t'appartient, par exemple, quelque chose que tu dis à chaque fois tu ouvres, à chaque fois tu closes, c'est ta marque, on te reconnaît par ça. Pas juste le nom, mais c'est ta signature. Donc, ça te prend une stratégie. Puis de là, tu vas découler de quel outil que tu vas utiliser pour mieux réaliser ta stratégie. Donc, ça, c'est super important de commencer avec une stratégie, à mon avis. Oui, ça, c'est clair. OK, j'apprends beaucoup. Je ne sais pas pour toi, Lauriane, mais... Oui, j'en apprends aussi. Concrètement, par rapport, tu parlais, qu'est-ce qu'on peut protéger? Là, je vais prendre parce que je suis très concret, visuel. C'est qu'est-ce qu'on a dans la salle devant nous. Si tu prends, imagine que Black Ink Podcast va faire des micros ou du matériel, justement, de studio, et puis que tu inventes une nouvelle technologie par rapport à un micro qui permet de faire quelque chose de nouveau, ben, ça peut se protéger par brevet, vu que c'est une invention. La forme particulière, tu sais, l'aspect, le look original d'un micro aussi, ça peut faire l'objet d'un dessin industriel. C'est ce qu'ils appellent design patent aux États-Unis. Ton matériel promotionnel, un logo, peut être protégé par un droit d'auteur. C'est quand on parlait de forme cumulative, tu peux dans un même objet, puis je parlais du téléphone tout à l'heure, mais si tu sors un téléphone, il y a toutes les formes de propriété intellectuelle là-dedans. Ça s'applique à plein d'objets qui sont intégrés dans le téléphone. Si moi j'achète mon téléphone, je peux le revendre, mais je ne peux pas moi-même fabriquer un téléphone et puis intégrer les mêmes fonctions, les mêmes logos, le même design, puis le vendre moi-même, parce que je serais en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de Apple Inc., là, par exemple.
Absolument, absolument. Moi, j'avais une question justement pour France. Tu parlais de signature tout à l'heure. Et pendant la pandémie, on a vu quand même pas mal de créatifs sur les réseaux sociaux qui ont émergé et qui ont sorti, disons, des signatures, que ce soit des phrases ou des danses ou autre chose. Est-ce que ça peut rentrer dans la propriété intellectuelle? Ça, c'est une question qui est plus appropriée pour Ismaël. Oui, absolument. En fait, tout ce qui est, quand je disais une marque, ça vise à protéger ce qu'on appelle un signe distinctif. Donc, tout ce qui te distingue, quand on voit slogan, on dit, OK, ça, c'est Kerlando. Ça, c'est une marque de commerce. Okay. Donc, il faut te dire, en liaison avec quoi tu utilises ce slogan. Si tu veux faire des tasses, par exemple, ou si tu veux faire un podcast, des tasses, des t-shirts, et que tu as toujours ce slogan qui est dessus, tu peux le protéger comme marque de commerce. Et là, tu as un droit exclusif sur l'utilisation de ce mot-là, de ce slogan, en liaison avec ces activités-là. Donc, tu pourrais pas empêcher quelqu'un de le dire comme ça, mais si quelqu'un l'utilise, c'est ça, en liaison avec des activités commerciales, là, dans ce cas-là, il marche sur tes plates-bandes. Par rapport aux droits d'auteur, dans mes cours de cinéma, il y a plusieurs années, là, on disait qu'à partir de 50 ans, je crois, certaines musiques qui deviennent automatiquement libres de droit. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que je me trompe? En fait, comme je disais, les différentes formes de droits d'auteur ont différentes protections avec différentes durées de protection. Donc, pour ce qui est du droit d'auteur, la règle au Canada, puis ça s'applique, c'est différent selon les pays, selon différentes juridictions. Mais au Canada, la règle actuellement, c'est que ton droit d'auteur, il est valide pour la vie de l'auteur, plus 50 ans après sa mort. Donc, après cette période-là, ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, c'est juste libre. Puis tu peux l'utiliser comme tu veux. Avec le NFT, c'est fini, ça. Non, je sais ça c'est une fausse conception. Puis France pourra rebondir là-dessus, c'est que le NFT, France pourra plus parler de la technologie qui est en arrière, mais en soi, si on prend une photo de toi, là, aujourd'hui... NFT, il y a des gens qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire NFT. Vas-y, je te laisse. En fait, c'est à vous là, de le définir. En fait, comment dire, je ne serais pas capable de le définir réellement à 100% parce que je viens tout juste d'avoir un épisode par rapport à ça. On parlait de c'est quoi un NFT. C'est grosso modo, Lana disait ça peut être un art ou toute autre chose qu'on vend en ligne ou qu'on met en ligne avec une certaine description qui sera utile ou pas utile, whatever ce que c'est là. Puis les gens peuvent l'acheter, puis au fur et à mesure que, admettons que France l'achète, puis il te le vend à toi, Ismaël, j'aurai toujours une cote que j'aurai préétablie dès le départ ou un peu après de combien je vais avoir sur chaque transaction, je sais pas si je me débrouille peut-être bien. Tu as tout à fait raison. J'aime ça, mais j'aime aussi le fait qu'on n'est pas tout à fait capable de le définir. Et ça, c'est l'enjeu que j'ai avec toutes ces cryptos, ces monnaies crypto ou les trucs dans l'espace de Metaverse. Parce que c'est encore nouveau, c'est frais et ce n'est pas encore nécessairement établi. C'est pas encore mature. Donc, l'enjeu avec ça, c'est que tu as des Grant Cardone qui dit « Hey, j'ai parti un NFT puis je viens de faire 100 millions. » Ouais, mais il s'appelle Grant Cardone. Fait que sa job, c'est de te vendre la merde. C'est pour ça qu'il est Grant Cardone. Mais tu sais, si c'était aussi populaire, il y aurait l'université Grant Cardone. Cardone. L'Université de Montréal donnerait des cours de Grant Cardone sur le NFT. Alors, il faut juste faire attention. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans le metaverse, dans l'univers numérique, qui fait que les droits de propriété ne s'appliquent pas. Donc, tu ne peux pas tout d'un coup t'appeler Franz Saint-Elémy sur le métaverse et t'approprier mon nom parce que maintenant, tu es dans le monde virtuel. Les mêmes règles. Et pire encore, dans l'univers numérique, essentiellement, tu vas arriver à un point où est-ce que les mêmes formes de législation vont se retrouver. C'est une question de temps. Ouais, absolument. Il faut faire attention à ce que tu achètes aussi. Et récemment, il y a eu un cas, c'est des personnes, ils se sont mis ensemble et puis ils ont acheté un livre ou un scénario, je pense, sous forme de NFT. Ils ont mal compris. Ils se sont dit, on l'a acheté, mais vraiment cher, quelque chose comme... c'est plusieurs millions, je pense. Sérieux? Ils se sont dit, avec ça, on va pouvoir... Donc, on a les droits, on va pouvoir l'adapter. Ça va être un hit au cinéma, en livre, etc. Ils n'ont pas compris que les droits sous-jacents à l'œuvre
en tant que telle, l'œuvre littéraire, ça leur appartient pas. La seule chose, c'est un jeton non fongible. Donc, ce qu'ils ont acheté, c'est plus seulement un lien qui leur est unique, qui permet d'accéder à un fichier. Mais en soi, ça leur donne pas des droits de propriété intellectuelle. Donc, ils ont rien finalement. Ils pourraient pas l'adapter comme œuvre. Mais comment faire des transactions de millions de dollars sans aller voir un avocat spécialisé, tu sais? Je comprends pas. Écoute, est-ce que c'est parce qu'on a des milliards puis on s'en fout de perdre quelques millions ou je comprends c'est l'euphorie, hein, tu sais, mais quand il y a quelque chose de nouveau comme ça, écoute, c'est comme le Bitcoin. Écoute, il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent faire de l'argent avec le Bitcoin. J'ai aucun doute qu'ils peuvent, mais est-ce qu'ils sont liquides? Pas sûr. Est-ce qu'ils ont tout le nécessaire pour faire des transactions? Est-ce qu'ils ont les droits qu'ils pensent qu'ils ont? Est-ce qu'ils font affaire avec des gens réputés? C'est toutes des bonnes questions. Ça revient encore à la même chose. Si tu veux bâtir une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un architecte? Tu vas aussi voir ta banque? Tu vas aller voir des gens, des experts pour t'aider. Donc, essentiellement, tu ne te dis pas, moi, je vais commencer à piocher, puis après ça, j'irai voir un architecte si j'ai des problèmes. Pas vraiment ça. La maison aura le temps de tomber sous ta tête avant d'aller voir l'architecte. Beaucoup de gens prennent des décisions d'affaires dans leur sous-sol parce qu'ils ont entendu que Steve Jobs a parti à Apple dans un garage. Ça prend un sous-sol pour faire quelque chose de grand. Ou un garage. Mais il faut s'entourer d'experts, de gens qui peuvent nous accompagner, en parler comme on fait aujourd'hui, avoir des vraies discussions. Mais c'est en s'entourant de gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on évite de faire des erreurs monumentales. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent en experts parce qu'ils ont lu sur Internet ou ils ont entendu. Mais ce ne sont pas des experts en propriété intellectuelle. Il faut s'entourer d'experts qui ont les capacités, mais aussi les aptitudes à nous écouter et comprendre vraiment ce qu'on veut faire. Pas nous vendre ce qu'eux, ils ont à nous vendre. C'est ça. Puis il y a des mauvaises décisions, pour rebondir sur ce qu'a dit France, qui ont été faites par rapport au Metaverse puis par rapport au NFT. Il y a des gens qui ont lancé, tu connais le sac Birkin iconique là, de Hermès. Ils ont reproduit ces sacs sous forme de jetons, d'NFT, puis ils les vendaient dans le Metaverse. Mais le droit de ces Hermès a des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, ça peut être un dessin industriel sur l'aspect physique, visuel de l'objet, mais aussi même une marque d'e-commerce. Si l'objet devient iconique à un tel point qu'il devient distinctif, ça devient une marque d'e-commerce. Tu as des droits là-dessus de manière indéfinie. Donc Hermès fait valoir ses droits, puis ils ont juste fait fermer. Alors je ne sais plus exactement c'est quoi la décision, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a été décidé qu'il y avait violation des droits de propriété intellectuelle d'Hermès, même si c'était dans le métaverse, même si c'était sous forme de NFT, parce qu'il y a reproduction à des fins commerciales de vente de sacs. Et peu importe le support, ça reste des sacs qui empruntent des caractéristiques visuelles protégées. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'être bien accompagné, c'est juste pas prendre des décisions en pensant que c'est le Far West et puis que c'est parce que c'est dans le métaverse qu'on peut faire ce qu'on veut. Et toutes les marques, si tu regardes les dépôts de marques les plus récents, toutes les marques, si tu mets le titre, j'ai essayé de le faire NFT, par exemple, dans la description des produits, tu en as des centaines qui se déposent. Toutes les grosses entreprises, c'est les McDonald's, tout le monde en fait. Il y a Walmart, et puis des fois tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Nike l'a fait aussi. Parce qu'ils veulent être là, ils veulent avoir des droits en liaison avec ces biens intangibles pour pouvoir après faire valoir leurs droits. Ils font de la prévention en quelque sorte parce qu'on s'entend, ça va arriver, il y aura des souliers Nike qui ne sont pas Nike. Je vais vous faire... en 2010, un ami et moi, on a fait l'acquisition d'une entreprise à Dresden, en Allemagne. Cette entreprise s'appelle Zentrum Microélectronique Dresden, ZMD. Et en 2011, on a été poursuivi par AMD. Et on a essayé parce qu'ils disaient que ZMD était trop proche de AMD. Ouais, l'alphabet A n'est pas proche de Z. Tu comprends? Et après 2 ans, on a dû s'entendre pour changer le nom de l'entreprise à ZMDI.
parce qu'ils avaient des gros avocats, des grosses firmes, des grosses boîtes. Ils ont fait valoir que ça leur causait de préjudice. On est une entreprise de microélectronique, ils sont une entreprise de microélectronique, et que ZMD confondait les clients sur AMD. Surtout quand vous faites la même affaire. On ne fait pas la même affaire. Ils font des processeurs. Nous, on faisait des convertisseurs. C'est complètement différent. Ça, mais tu comprends? C'est-à-dire que d'où l'importance d'être bien accompagné. Parce que aussi banal que ça, peut-être, et je pense que tu as fait tes recherches, mais le pire qui peut arriver, c'est justement ce qui nous est arrivé. ZMD existe bien avant que AMD existe. Zentrum Microelectronic Dresden existait depuis 60 ans. Mais les avocats de AMD ont beaucoup plus de pouvoir. AMD avait beaucoup plus d'argent. Et malgré qu'on avait ce qu'on appelle le prior art, on a été quand même contraint à faire la modification parce que sans ça, ça allait nous coûter des millions de dollars en frais d'avocat. Ce processus coûte vraiment cher. Fait que dans le fond... Alors, c'est pas nécessairement parce que tu as raison. Parce que, est-ce que s'ils veulent te faire chier, excuse-moi l'expression, tu empruntes le territoire de Spotify ou de Apple, tout d'un coup, ils veulent vraiment, ils voient qu'il y a de la valeur là et ils peuvent te mettre à terre. Même si tu as raison. C'est le plus puissant qui gagne, en fait. Certainement. Alors, faut vraiment faire attention quand il s'agit de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Il faut savoir dans quel univers. En anglais, on dit un freedom to operate. Donc, il faut que tu fasses une analyse des propriétés intellectuelles dans ton secteur d'activité ou dans l'endroit où tu t'en vas, tu veux aller, pour être conscient que tu n'empiètes pas dans des territoires de gros joueurs qui peuvent potentiellement être très, très méchants. Ça peut faire au-delà de devoir changer de nom. Il y a certaines entreprises qui ne font pas des recherches de disponibilité. Par exemple, de nom, tu opères pendant 2 ans, on va dire, tu mets tout ton argent dans ton marketing, à te faire connaître. Tout est basé autour de ton nom. Finalement, c'est ça ta valeur. Il y en a beaucoup qui font les recherches. Ils font les recherches sur Facebook, Instagram, à savoir est-ce que ces noms iront prises, tu vois. Et puis, ils me disent, c'est bon, go avec l'enregistrement. Il n'y a rien, j'ai regardé. Je leur dis, laisse-moi 15 minutes. Puis c'est arrivé que je revienne au bout de même pas 15 minutes, 30 secondes. Puis je lui sors une fiche d'enregistrement d'une marque de commerce. Et puis il fait, OK, je l'avais pas vu celle-là. Mais c'est ça. Et puis des clients qui viennent me voir après 2 ans, 3 ans, 5 ans d'opération, qui sont obligés de tout remballer, de changer de nom, rebranding complet, de ramener leurs produits et payer certains dommages aussi parfois. Donc vraiment faire attention à ça. Ma question est rendue là, c'est qui devrait penser à se protéger exactement? Est-ce que c'est comme en termes d'industrie? Là, on s'entend, on dirait que tout le monde qui crée quelque chose devrait pouvoir le faire, mais concrètement, c'est qui devrait penser à faire ça, tu vois? Genre comme réellement, quoi. En fait, ça va dépendre. C'est une réponse d'avocat, ça dépend. Mais parce que ça dépend vraiment. Il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas donner une solution générale qui s'appliquerait à tout le monde. Ça vraiment en discutant avec la personne. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses besoins? Essayer de l'écouter pour comprendre où il veut s'en aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis là, on peut déterminer ce qui doit être fait. Mais en parlant de base, en parlant de marque de commerce, par exemple, ou trademark, toutes les entreprises opèrent sous un nom. Que tu vendes des produits, que tu rendes des services. Certains, c'est pas si grave. Si c'est par exemple, je sais pas, toiture Chagnon, c'est ça ta business, bon. C'est juste un nom descriptif commun, c'est toiture et ton nom, il n'y a pas de problème. Mais là, quand tu commences à avoir un nom original, distinctif, sur lequel tu bâtis ta crédibilité, à travers lequel les gens te connaissent, et là, ça devient vraiment important de le faire. Mais au début, ou par exemple, au moment où tu commences à devenir distinctif, tu n'as pas forcément le budget pour avoir recours à justement un avocat ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des outils qui permettront, disons, de bâtir ta stratégie de propriété intellectuelle sans avoir recours à une boîte de propriété intellectuelle ou bien même
une aide financière pour les startups ou les petites entreprises? Je vais répondre à la question en posant une question après à Franz, parce qu'il faut distinguer les différentes formes de propriété intellectuelle dont je parlais. Quand tu parles d'une marque de commerce, par exemple, ça va être beaucoup moins cher à obtenir qu'un brevet. Dans le cas d'une marque de commerce, par exemple, une entreprise qui se lance, puis qui fait une incorporation, ça devrait même en amont, à partir du moment où tu as un nom, lancer les procédures de marque de commerce. Parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins cher, c'est très accessible à faire, mais c'est beaucoup plus long qu'une incorporation. Actuellement, au Canada, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années pour obtenir ton... Donc, il faut être capable de savoir rapidement, le plus tôt possible, en tout cas, que c'est bon, ton nom t'appartient. C'est une forme d'assurance, de gestion de risque. Donc, il faut le faire et ça coûte pas si cher qu'on pense de le faire. Mais quand tu arrives sur le terrain d'un brevet, par exemple, et puis ça, Franz pour en témoigner, là, on rentre vraiment dans des plus gros sous. Et puis, c'est une autre étape encore. Donc, ça dépend de ton business, ça dépend de la forme de propriété intellectuelle que tu vas protéger. Et puis, Franz peut parler des brevets, là, d'expérience. Mais ça dépend aussi de tes ambitions, je dirais. C'est sûr que si tu veux partir d'une petite entreprise de lifestyle, je dirais que ça ne vaut pas la peine d'enquérir, à part peut-être pour le nom de l'entreprise. Des fois, des secrets, c'est encore plus... Ça a plus de valeur. Tu sais, la recette de grand-maman, je ne la partage pas. Puis, ça reste dans la recette de l'entreprise. Monsieur Christie, une recette, puis personne ne le sait. La recette de McDonald's, ils vont pas dire... Ou Kentucky Fried, ils vont pas dire notre façon de faire le poulet Kentucky, c'est ça. On l'a breveté. Niaiseux. Alors, déposer ou publier quelque chose pour le protéger, c'est aussi dévoiler comment tu le fais. Donc, si tu me dis c'est quoi ton secret, moi, je vais te trouver une façon de contourner ton secret. Parce que je crois qu'on peut aussi protéger quelque chose si on modifie quelque chose. Exact. Fait que c'est comme, tu as juste à modifier la manche de la tasse, puis le tour peut être joué, mais je veux dire, même là, les gens peuvent contester, mais c'est... Alors, c'est là les ambitions viennent. Si tu es une start-up en technologie, ton currency, comme on dit en anglais, ton monnaie d'échange, en général, ça va être ton capital intellectuel d'abord et avant tout. Absolument. Donc, ton équipe et ce qui a le quotient de ton équipe, donc ce qui a dans leur expérience, leur expertise, et aussi, ce qui est tangible, c'est des applications de brevets, des idées d'innovation, donc des nouveautés, des choses différentes. Alors, si tu veux amener des investisseurs externes ou tu vas aller te faire financer par une banque d'affaires, c'est clair que leur dire « Hey, j'ai une idée géniale », mais c'est dans ma tête. Ils ne vont pas vouloir te financer, c'est clair. Mais si tu as 3 applications de brevets provisionnels qui sont déposées au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne, wow! Et que les gros marchés sont là et que, oui, ne sont pas encore approuvés, mais au moins, tu as fait des dépôts. Ça donne de la crédibilité aussi. Ça donne une crédibilité, ça dit que tu as une valeur, tu as quelque chose qui a potentiellement une très grande valeur. Mais si tu n'as pas l'intention d'intégrer des investisseurs à l'externe, tu n'as pas l'intention non plus d'être international, d'être partout dans un domaine ultra contingenté, parfois... être discret, ça a un avantage. Être premier, ça a aussi un avantage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, qui ont énormément de succès. Puis, il n'y a pas de propriété intellectuelle vraiment, à part le know-how, l'expertise à l'interne, les connaissances. Donc, je vais te dire comment est-ce qu'un know-how peut être utile, par exemple. Tu fais des podcasts, puis tu as une méthode unique qui t'appartient dans ta façon de faire ton set pour toujours t'arranger à ce que peu importe la distance qu'on est assis, qu'on ait une conversation, puis qu'on entend, puis qu'on nous voit bien. Mais ça, c'est l'expérience avec des années du trial and error qu'on dit que toi et ton équipe, vous développez. Mais le divulguer à d'autres, why would you do that? C'est ton secret. Donc, c'est vraiment ton trade secret, comme on appelle. Peut-être que des fois, les gens ne sachent même pas. Exact, c'est un secret. Exact.
Donc, alors, il y a bien des choses qui se font en arrière-scène, par exemple, dans une maison, dans un studio, dans une maison de production, que c'est unique à eux, mais c'est pas breveté. Ouais. J'ai déjà entendu dans un podcast une femme qui disait qu'il y a une entreprise, je pense qu'elle vend des bulles, je ne me souviens plus c'est quoi le nom. Elle est la seule employée. Puis elle est présente, je crois, dans tous les IGA. Je me demande comment elle fait pour être la seule employée pour faire tout ça. Ben écoute, tu sais, mon épouse Vicky, elle a sa propre entreprise V-Cosmétiques. Elles sont 2 employés à temps plein, mais elles sont une dizaine d'employés quand même, mais à temps plein, ils sont juste 2. Ouais. Mais l'important, c'est d'avoir des méthodes, des procédés, des trucs bien définis. Dans les cosmétiques, c'est un exemple. Elle n'a pas de brevet, mais elle a une recette. Publier cette recette-là, c'est dire à L'Oréal, ben oui, c'est clair. Voici comment est-ce que j'arrive à avoir un rouge à lèvres MAC qui n'est pas agressif. Ouais. Puis que même si tu mets sur ta chemise, ça ne va pas tacher. Puis tu peux le laver à l'eau froide. Ouais, exact. Une petite lingette, tu l'enlèves. Ouais. C'est comme ça qu'on le fait. Ouais. Mais c'est stupide. Ouais. Alors, c'est son secret et c'est sa recette unique. Elle n'a pas besoin de breveter. Ouais, absolument. C'est ça, si elle voulait, par exemple, être rachetée par L'Oréal, là, tu te constitues un portefeuille de brevets et là, tu arrives en disant, parce que sans le brevet, l'acheteur ne pourrait pas pratiquer cette technologie. Un peu comme Franz disait tantôt, il y a certaines choses que quand tu le brevettes, je ne sais pas comment on dit le mot là exact. Brevette. Quand tu le brevettes, ça se dit ça, je ne sais même pas. Ah oui, tu peux. Exactement, mais c'est comme si tu divulguais un peu ton secret, tu sais. Tu étais obligé, c'est ça, dans le cadre de la procédure du dépôt d'une demande de brevet, tu dois divulguer ton invention. C'est pour permettre l'avancée de la science. C'est comme un mode d'emploi qui va permettre à la science de continuer, de progresser sur la base de ton invention. Donc, ça va être publié après un certain temps. Donc, oui, tu as ta durée de monopole, mais après ça, et même pendant, quelqu'un peut chercher à faire, comme disait France, du design around, et puis trouver une manière de le faire différemment, sans empiéter sur ton brevet. Mais c'est sûr, justement, pendant le temps où ton brevet est actif, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui, justement, regardent le mode d'emploi puis se préparent jusqu'au moment où il ne sera plus actif. Puis, de leur côté, ils vont pouvoir produire ce que tu as breveté quand le brevet ne sera plus d'actualité. Parce que je sais qu'il y a une date, pas de péremption, là, mais j'ai pas le mot en tête, mais il y a une date jusqu'à laquelle ton brevet et ton invention est protégée, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Effectivement. Puis tu as ça dans le domaine pharmaceutique, pour prendre un exemple. C'est ça, les génériques. Tu sais, quand tu as un brevet sur une molécule particulière, et puis si on prend l'exemple de la marque Tylenol, par exemple, bon, ça c'est une marque, mais le principe actif, je pense, c'est de l'acétaminophène, qui a une protection là-dessus, qui après, de manière générale, là, pour le brevet, on va dire 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, le brevet expire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est du droit commun. N'importe quel autre joueur peut arriver et puis produire un générique et le vendre, tant que c'est sous une autre marque. Absolument. Mais c'est ça. Mais il y a d'autres façons aussi de protéger qui ne sont pas nécessairement des brevets. Comme? Modèle d'affaires. Je te prends un exemple. Apple, iTunes, c'est un modèle d'affaires. Si tu veux faire affaire et vendre tes produits sur le marketplace de Apple, tu dois absolument passer par Apple. Donc, c'est un système fermé. Ils ont ce qu'on appelle un Application Peripheral Interface, un API. Ils sont forts là-dedans. Qui te bloque. Tu ne peux pas intégrer quoi que ce soit sur leur téléphone, leur tablette ou n'importe quoi qui est Apple. C'est complètement bloqué. Alors, tu dois absolument passer par eux. Donc, ça, c'est un modèle d'affaires qui protège justement l'entreprise. Apple. Exact. Versus Android, c'est ouvert. Google, ils se disent, nous, notre modèle, c'est de vendre de la publicité. On veut avoir le plus de gens possible sur nos plateformes. On met ça ouvert. Et le data. Exact. Donc, c'est un autre modèle d'affaires qui crée de la même richesse, qui crée de la valeur, mais il te dit, moi, au lieu que c'est moi qui travaille pour faire toutes les inventions et tout, ça passe par moi, mon équipe d'ingénieurs ou de scientifiques ou de spécialistes, je vais utiliser des millions, des centaines de millions de développeurs qui vont travailler pour moi. C'est ce qu'on appelle le modèle ouvert.
Donc, tu as des logiciels comme Linux qui sont ouverts, qui sont développés par la communauté. C'est la communauté qui... Android aussi, mais Linux, c'est le modèle le plus commun. Où est-ce que, un peu comme Wikipédia, par exemple. Wikipédia, ben, tout le monde utilise Wikipédia. Mais souvent, Wikipédia, c'est utilisateur updater. Donc, c'est l'utilisateur qui amène le contenu et c'est les utilisateurs qui valident la validité du contenu. C'est peer, ce qu'ils appellent du peer validation. Donc, il y a des façons de protéger, mais aussi de créer de la richesse dans un modèle d'affaires, sans nécessairement être toujours obligé de passer par des brevets. Évidemment, comme le disait Ismaël au début, il faut avoir une stratégie multi-level, on dit, à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, pardon. Je fais de l'anglicisme. En fait, par rapport à, tu sais, quand tu incorpores une entreprise, tu as un nom, la plupart du temps. Tu sais, oui, il y a des numéros, mais des fois, il y a un nom qui vient avec. Est-ce que tu penses, Ismaël, que ça devrait être automatiquement intégré, qu'automatiquement que tu enregistres ton entreprise, que tu peux avoir le trademark qui vient avec? C'est vraiment une bonne question. C'est une question que je reçois souvent parce que c'est deux choses différentes. La France parlait de palier tout à l'heure. Imaginons que tu incorpores ton entreprise auprès du registre des entreprises du Québec. Donc, tu as une société Inc. sur les sociétés par action du Québec. Donc, tu as une dénomination sociale, Black Podcast Inc. Il faudrait que ce soit en français. Donc, Balado Black Inc., on va dire ça. C'est régi par le REQ. La propriété intellectuelle, c'est régi par le fédéral. Donc, tu as au Canada l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, c'est deux organismes qui ne se parlent pas, qui sont totalement... Du tout. Ça se voit qu'ils se parlent pas. C'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, donc un organisme fédéral qui délivre les certificats d'enregistrement de marque des commerces. Donc, qui délivre, c'est le gouvernement qui confère un droit exclusif, l'incorporation, puis le fait d'avoir un nom, et puis il est publié au REQ. C'est juste à des fins c'est la loi sur la publicité légale, ça dit tout, c'est de la publicité. Tu fais savoir aux tiers que ton entreprise existe et puis qu'elle a tel nom. Mais en soi, juste le faire, ça confère aucun droit exclusif sur l'emploi du nom. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment des vases, on dit des vases clos là, ou non communicants. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu crois que ça devrait éventuellement se faire? Tu sais, je veux dire, pour une start-up qui grandit, France a donné l'exemple parfait pour ne pas avoir nécessairement tout de suite à breveter tout ce qu'on fait ou même notre processus comme on le fait. Mais je veux dire, mon entreprise InnovaPub, c'est incorporé, mais par la suite, je dois, encore une fois, trademark le nom. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est tellement... Je veux dire, là, c'est compliqué pour rien, on s'entend. Mais ça dépend. Si tu as l'intention de faire de InnovaPub un brand, mais si tu n'as aucune intention de commercialiser sous InnovaPub... Oui, exactement. Peut-être qu'une petite coche à cocher. Est-ce que tu voudrais éventuellement, tu coches, puis le processus est lancé, au moins. Le processus est lancé automatiquement dans l'autre ministère. En fait, c'est pour ça. Tu as des agents, c'est leur métier. Ouais. C'est ce qu'ils font. Donc, dès le départ. Déjà là, ils vont faire une recherche sur ton nom, parce que tu es free and clear, d'opérer dans toutes les provinces canadiennes. Parce que InnovaPub, ça existe déjà. Je suis convaincu que ça existe dans une autre province. Ouais, probablement. Ouais. Alors, lui, il va faire cette recherche-là. Et là, il va te dire, OK, et si il va te poser la question au départ, je fais ton travail, là, mais il va te demander, est-ce que tu veux faire une application de trademark? Est-ce que tu veux réserver dans quelle province? Où tu allais être international éventuellement? Donc, c'est un menu. Il fait exactement ça. Ouais. C'est un peu différent aussi, parce que là, je parlais de l'exemple québécois. Tu vas incorporer au Québec, mais au niveau fédéral, tu dois fournir ce qu'on appelle un rapport nuance. Donc, c'est une sorte de nuance N-U-A-N-S. Donc, c'est une sorte de recherche de nom, autant dans la common law que dans les entreprises existantes, que dans le registre des marques des commerces, vu que là, on parle d'une incorporation qui serait fédérale. Donc, ça parle aussi à l'Office de la propriété intellectuelle. Et là, tu as un rapport qui sort avec qu'est-ce qui existe. Et sur la base de ça, tu peux ou non choisir une dénomination sociale. Donc, tu es un peu plus accompagné lorsque tu t'incorpores au fédéral. C'est ça, au Québec, tu peux très bien avoir, sans avoir aucune idée
qui a déjà une marque, il y a quelqu'un qui a des droits antérieurs, qui serait à Vancouver, par exemple, qui serait dans le même domaine que toi, qui n'a aucune présence, mais qui n'est pas incorporé au Québec, et puis il a des droits antérieurs, et puis il t'attend juste au tournant, le moment où il va le savoir, là, il peut te tomber dessus. Les gens font ça aussi avec les sites web. Oui. Ils achètent le nom à l'avance, puis dès que quelqu'un... écoute, je sais même pas pourquoi, je sais pas pourquoi quelqu'un n'avait pas, acheté Meta à l'avance, tu vois. Mais bon, c'était évident que ça allait arriver. Mais ils achètent à l'avance. Mais tu sais, oui, on parle de propriété intellectuelle. Tantôt, on parlait des brevets. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, tu sais, concrètement, pour quelqu'un qui écoute cette partie, c'est quoi les différents types de propriété intellectuelle qui existent? Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, on pourrait le prendre de manière très... mais je vais le prendre avec téléphone. J'aime ça l'exemple concret. J'ai un téléphone ici. Donc, tu as différentes formes de propriété intellectuelle que, je vais dire la marque, là, c'est un téléphone Apple. Donc, Apple Inc. détient. Tu as par exemple un brevet sur l'aspect fonctionnel. Par exemple, le système de déverrouillage en swipant vers le haut avec reconnaissance faciale. C'est une solution technique, une problématique. C'est nouveau. Donc, ça peut être protégé par brevet. Donc, ça, c'est plus l'aspect fonctionnel, on va dire. Le logo de la pomme, le terme Apple en tant que tel, ça, c'est un trademark, donc une marque de commerce. Après, tu as l'aspect, la forme du téléphone, la manière dont son look, en fait, ça, tu peux avoir un dessin industriel dessus. Ça vient protéger l'aspect visuel de l'objet, ça. Forme, configuration, motif. Et même, par exemple, l'interface utilisateur graphique. Ça peut se protéger. Tout ce qui est le code, du code source, par exemple, pour développer une application. Là, on parle du droit d'auteur. C'est ça. Vu que c'est le code, là, c'est vraiment un ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation. Donc, c'est considéré comme une œuvre littéraire, au sens de la loi. Donc, là, on parle d'un droit d'auteur. J'ai parlé des marques, des brevets, des industriels, droits d'auteur, puis c'est ça, les secrets commerciaux. Donc, il peut y avoir tout type de secrets commerciaux, certains algorithmes, par exemple, qui ne seraient pas protégeables en tant que tels, en vertu d'une forme de propriété intellectuelle, peuvent se protéger sous forme de secrets commerciaux. Donc, c'est ça dans un objet concret. Et puis, il faut regarder autour de soi, dans la vie de tous les jours, plein d'objets. Puis, moi, je le fais souvent, là, je m'amuse à le faire, je fais des recherches, puis je vois toute la propriété intellectuelle qu'il y a dans un objet en particulier. Si tu prends un téléphone comme ça, je n'ai pas fait la recherche, mais c'est des centaines d'enregistrements de propriété intellectuelle diverses. Damn, Mais peut-être même pour rajouter, parce que tu peux aussi avoir de la propriété intellectuelle divulguée, mais non protégée, mais protégée. Explique-moi ce casse-tête. Je te fais signer une entente de non-divulgation. Je dis la recette de comment est-ce que je peux avoir la brillance de mon écran, c'est ça le secret. Mais tu es sous non-disclosure, tu ne peux pas le divulguer. Donc, il y a aussi ça, parce que Apple travaille avec des centaines et des centaines ou des milliers de fournisseurs, de sous-traitants, de partenaires. Donc, ils ont des secrets d'entreprise qui ne sont pas brevetables, qui ne sont pas des manières de faire, des choses qu'ils ont, qui doivent divulguer à des partenaires pour pouvoir fabriquer et vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font signer un long contrat avec des fine prints qui dit, si tu divulgues, nous, on est prêt à venir chercher tout ce que tu as. Est-ce que tu à auras? n'importe quel moment. Tout ce que tu auras. Et ainsi de suite. Est-ce que tes enfants vont avoir? C'est une forme réelle. Beaucoup de gens signent un paquet de ces documents-là que tout ce que tu fais avec un téléphone Apple m'appartient. Mais tu ne le sais pas. Damn. Parce que tu as dit oui quand tu commences un téléphone. On lit jamais, hein? Tu lis jamais. Et pourtant, ils viennent de t'attacher. C'est fou. Ça, c'est une forme de protection contractuelle, en fait. Quand tu as une plus-value, un avantage concurrentiel que tu tires de ça, tu peux empêcher les personnes à qui tu le divulgues de l'utiliser, tout simplement. Sauf pour les fins, par exemple, du développement collaboratif, pour te faire toi-même quelque chose que tu vas commercialiser par la suite, et puis sur lequel ils auront peut-être un intéressement, mais là encore... OK. Donc, tu as des droits d'utilisation, tu
tu as des droits de fabrication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des contrats à multilevier qui vont te dire tout ce qui est nouveau, qui est créé, parce que je t'ai donné accès à ma base, tout ce qui est rajouté dessus m'appartient. Donc, c'est comme ça que tu donnes de la propriété intellectuelle. Donc, par exemple, toi, tu dis, tu prends des photos, tu les mets sur Instagram. Mais Instagram reçoit un droit. Mais toi, tu ne reçois pas de droit. Peut-être que même la photo t'appartient pas, appartient à Paul, tu vois? Non, elle t'appartient toujours. Mais sur la plateforme, elle ne t'appartient pas. Damn. C'est souvent, ça s'appelle des licences. Si tu lis ça, les licences d'utilisation. Je pense exactement, c'est là-dessus que je voulais en venir. Si tu peux me dire c'est quoi exactement les licences d'utilisation? Je pense qu'on vient d'en parler là, mais comme... Alors, en fait, c'est un droit qui est conféré sur une propriété intellectuelle. Donc, on va prendre l'exemple d'une photo. La photo va appartenir à son auteur. Il peut, au lieu de céder les droits, il peut octroyer certains droits d'utilisation. Et puis les licences, c'est un contrat, en fait. Donc, comme un contrat, tu peux le soumettre à tout type de termes et conditions, de restrictions, de liberté. Je peux te dire, par exemple, je prends une photo de France, et puis je t'octroie une licence pour pouvoir l'utiliser, mais tu n'as pas le droit de la modifier. Tu n'as pas le droit de faire une œuvre dérivée avec, tu n'as pas le droit d'en changer les couleurs. Tu as le droit seulement de l'utiliser sur telle plateforme. Tu sais, je peux, comme les licences Creative Commons, par exemple, je ne sais pas si tu es familier avec... ça, tu l'as sur les sites de banques d'images, par exemple. Soumis à certaines licences Creative Commons, puis tu as différents paliers. Par exemple, tu vas avoir le palier le plus libre. Ça ne veut pas dire que c'est libre de droit. Il y a toujours quelqu'un qui a la propriété intellectuelle dessus, mais cette personne-là va soumettre l'utilisation à certaines restrictions. Ça peut être, tu peux l'utiliser pour des fins commerciales, en faire tout ce que tu veux, tant que tu me crédites. Ça peut être, tu peux faire ça, mais sans faire de modifications, ou seulement à des fins non commerciales. Tu peux le soumettre à toutes les conditions que tu veux. Finalement, tant que tu es propriétaire, titulaire de cette propriété intellectuelle-là, tu peux octroyer des licences. Il y a une licence qui s'appelle, par exemple, pour un logiciel, c'est Beerware, je pense. Puis là, c'est écrit. Il y a une ligne, c'est écrit. Vous pouvez utiliser ce logiciel, en faire ce que vous voulez avec, mais si vous me croisez un jour, vous devez me payer une bière. Et si tu ne reconnais pas la personne, après, comment tu fais? C'est ça, c'est juste pour dire à quel point... Mais Franz, c'est quoi les plus gros challenges? Parce que dans ton entreprise, je veux dire, sans propriété intellectuelle, tu n'as pas d'entreprise quasiment. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à surmonter par rapport à ça? Ben, en fait, c'est souvent le plus gros défi, c'est de déterminer qu'est-ce qui est une invention brevetable ou pas et où tu vas appliquer. Parce que ça coûte, comme le disait Ismaël, ça coûte cher non seulement d'appliquer pour le brevet, mais il faut aussi maintenir le brevet. Donc, il y a des frais de maintien. Donc, tu peux avoir un brevet, une famille de brevets avec des centaines d'applications. Et il faut les tenir à jour, ces applications-là. Il faut les entretenir. Il faut que tu payes les droits, les licences dans chaque pays. Alors, le plus gros défi, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui est vraiment unique et commercialisable et qui crée de la valeur et qui va nous permettre de nous différencier à très long terme. Ça, c'est souvent, on dit « Ah, c'est une idée est brillante. Ouais, OK, on va la breveter. Ouais, mais y a-t-il une valeur commerciale à ça? Pas nécessairement vrai. Peut-être que la valeur commerciale n'est pas présentement, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, mais dans 50 ans, peut-être. Ouf, ça coûte très cher pour garder spéculer. Ça jusqu'à 50 ans. Ça, c'est de la spéculation. Okay. Alors, souvent, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai des brevets. » Je regarde le brevet. OK, je fais quoi avec ça? Donc, alors, il faut vraiment... Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est que, écoute, les Google, les Apple de ce monde, les Facebook, les General Motors, les Ford, les Tesla, c'est des centaines de milliers de brevets. Donc, ils ont des armées de gens qui font des applications de brevets. Et eux, ils le font pas nécessairement parce que ça va leur donner plus de revenus. Ils le font comme dissuasif. Alors, nous, c'est ça qu'il faut voir. Comment est-ce qu'on joue dans cet océan-là où est-ce qu'il y a des mines qui peuvent nous exploser à tout bout de champ puis qui peuvent fermer l'entreprise. Donc,
il y a une stratégie offensive de propriété intellectuelle, mais aussi une stratégie défensive. Donc, quand tu es dans le niveau, on a une entreprise qui a une valorisation, une capitalisation d'1 milliard, c'est beaucoup. Alors là, on parle de risques financiers énormes et que tu commences à jouer dans les plaques-bandes de ces géants-là, ils ne sont pas très friendly. Ils sont très, très, très agressifs. Donc, il faut avoir une stratégie défensive. Donc, pour nous, la propriété intellectuelle, c'est un enjeu existentiel. Ce n'est pas juste une question de faire les bonnes applications, c'est une question aussi de surveiller qu'est-ce qui se passe et de comprendre le risque. Parce que tu peux, à tout bout de champ, tomber sur une mine qui s'appelle Google et te faire poursuivre et faire shutdown. Damn, c'est... Ça peut amener de la collaboration aussi entre différents gros joueurs, parce que si c'est sachant que chacun est aussi fort l'un que l'autre, c'est comme deux personnes, on sait qu'il va y avoir des dommages, et puis chaque personne veut vraiment ça, donc ils disent, je sais que si tu fais ça, je vais te poursuivre, et puis vice-versa. Donc ils se disent, ok, quand il y a un engagement mutuel à ne pas se poursuivre, on se croit par exemple des licences croisées gratuites, chacun peut utiliser la technologie de l'autre aux fins de développement d'une certaine chose, pour par la suite, par exemple, partager une des formes de propriété intellectuelle qu'en sort ou autre. Mais l'idée, c'est que les brevets sont ici des armes de négociation et qui permettent d'établir une collaboration. Puis pour aussi les investisseurs qui vont venir éventuellement dans une entreprise, est-ce que ça change quelque chose pour ces investisseurs-là éventuellement? Oui, en fait, eux, ils vont faire un due diligence. Donc, ils vont faire leur recherche de diligence et certains même vont vouloir te demander, est-ce que tu as fait une recherche de liberté d'opération? Donc, ce qu'on appelle un freedom to operate. OK. Et c'est quoi ça? Un freedom to operate, dans le fond, c'est une recherche vraiment, est-ce que tu es libre d'opérer dans le champ d'application que tu fais? Est-ce que, par exemple, Google n'a pas un brevet qui va contrecarrer ton brevet? Nous, on est dans les véhicules d'aide à la conduite et les conduites autonomes. Donc, il faut regarder, est-ce que Tesla, est-ce que Ford, General Motors, est-ce que BMW, tous les gros joueurs dans le secteur de l'industrie, peut-être même des joueurs historiques comme Honeywell et GE, General Electric. Donc, il faut vraiment faire une analyse du spectrum technologique dans notre industrie pour déterminer est-ce qu'il y a un risque que sur notre chemin, quelqu'un puisse nous empêcher d'opérer parce qu'il nous envoie ce qu'on appelle un cease and desist ou qu'on ne peut plus opérer tant et si longtemps qu'on n'a pas une licence d'eux autres parce qu'ils ont un brevet ou une technologie. Puis j'imagine ces licences, il faut les acheter très souvent à des coûts extravagants. Plus la licence est critique, plus c'est cher. Ouais, je sais. Je sais c'est quoi acheter des licences pour des choses, puis finalement, en tout cas, c'est compliqué, mais bon. Tu parlais des investisseurs, donc il n'y a personne qui va vouloir mettre de l'argent sur la table s'il n'y a pas un minimum de gestion de risque qui est faite. Si l'entreprise peut se faire shutdown du jour au lendemain à cause d'une mine, comme disait Franz, sur laquelle elle saute, il y a vraiment un problème. Et puis au niveau des investisseurs, là où c'est vraiment, je pense que c'est de plus en plus compris. Tu as par exemple, je pense que c'est BDC Capital qui a mis en place un fonds de financement sur les actifs des propriétés intellectuelles. Donc ils sont prêts à mettre de l'argent justement pour des entreprises qui sont riches en propriété intellectuelle parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a de la valeur qui peut se créer. Et puis pour les due diligence dont parlait France, là, une vérification diligente là, en français, c'est que l'importance de la propriété intellectuelle, et puis ça, je pense que c'est bien important de le comprendre. Je vais donner des chiffres parce que c'est super parlant. Il y a un rapport sur la propriété intellectuelle de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. C'est que les entreprises qui détiennent la propriété intellectuelle seraient 1,6 fois plus susceptibles d'avoir une forte croissance. Donc on parle de plus de 20% par an. Elles sont 2 fois plus susceptibles d'innover. Elles seraient 3 fois plus susceptibles de connaître, de se développer, en fait, de prendre de l'expansion. Et puis au niveau international, c'était, je pense, 4,5 fois plus susceptible de prendre de l'expansion. Est-ce que tu crois que c'est à cause qu'ils sont, ils ont breveté ou ils ont protégé leurs affaires, ou c'est parce qu'ils ont eu comment dire, ce réflexe de le faire? Parce qu'on s'entend que, tu sais, moi, quand je commençais mon entreprise, j'avais quoi, 19 ans peut-être?
connaissais rien là-dedans. J'en entendais parler, j'étais comme, c'est pas fait pour moi. Mais pour moi, l'entreprise, je veux l'amener haut. Même là, je lui disais que je veux pas aller là non plus, tu vois. Mais pour aller est-ce que tu crois ces entreprises-là ont 20% plus de chance, c'est parce qu'ils ont breveté leur marque ou leur projet, ou c'est parce qu'ils ont eu, ils ont été sensibilisés à ça, ce qui signifie qu'entre autres, ils sont sensibilisés à beaucoup d'autres choses que l'entrepreneur moyen ne connaît pas nécessairement. Je pense que l'éducation et puis la sensibilisation, bien utiliser les outils à ta disposition, mettre en place une stratégie, avoir vraiment cette compréhension globale de la propriété intellectuelle, c'est un des aspects. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation directe, mais en tout cas, s'il y a de la propriété intellectuelle là, ces métriques-là suivent. Ouais. Donc, il peut y avoir d'autres aspects aussi, mais c'est sûr que quelqu'un qui maîtrise la propriété intellectuelle va sûrement maîtriser d'autres aspects de sa business. Qui est sensibilisé par rapport à la propriété intellectuelle, ben, il est probablement sensibilisé à d'autres choses, parce que moi, pour arriver là, ça m'a pris du temps. J'étais ailleurs à m'occuper de la business day-to-day, essayer de faire rentrer des clients, parce que très souvent, c'est ça qu'on parle dans l'entrepreneuriat, dans nos communautés surtout. On veut faire rentrer des clients le plus vite possible. Même n'importe quel entrepreneur, on veut le faire rentrer. Puis on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire à l'avance, tu vois. Mais quand tu parles des communautés, c'est super important, parce que j'ai fait quelques recherches, puis j'en avais déjà parlé avec Franz. C'est que, alors ça c'est aux États-Unis, là, moi j'ai pas les chiffres ici, mais les recherches qui avaient été faites, c'était que, alors tu avais le American Bar Association qui avait regardé dans les grosses technologies de pointe ce qu'on considère comme étant des innovateurs, donc il y avait des brevets à l'international sur les 3 gros différents marchés. Les Noirs représentaient 0,3%. Au niveau du ratio de la détention de brevets c'était par 1 million d'habitants. Ça, c'est, je pense, Michigan State University qui avait fait un rapport là-dessus. C'était 6 sur 1 million pour les Noirs et c'est 256 sur 1 million pour le reste de la population. Donc, tu vois une disparité énorme. Même chez les professionnels, les agents, les professionnels, les avocats en propriété intellectuelle, là encore, là, c'est aux États-Unis, ben, c'était le American Intellectual Property Law Association. C'est seulement 2%. Ouais. J'aimerais juste faire un commentaire là-dessus, parce que au début de notre discussion, je t'avais dit que mon premier rêve, c'était de devenir un joueur de soccer professionnel. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que moi, les modèles que je voyais, c'était des modèles qui me ressemblaient, noirs. Absolument. C'était des athlètes ou des entertainers ou des activistes. Donc, mon premier idole, c'était Bob Marley. Mon deuxième idole, c'était Ruud Gullit ou Pelé, le joueur de soccer. Alors, donc, je n'avais pas de modèle d'entrepreneur. Je n'avais pas de modèle de scientifique. Jusqu'à ce que je me blesse et qu'il y a eu le Challenger. Tu vas rire, tu vas dire, c'est quoi la connexion entre le Challenger? Je t'ai dit tout à l'heure que j'aime les science-fiction. Mais écoute, quand j'ai vu que le Challenger, un des astronautes, c'était un noir. J'étais « wow ». Et malheureusement, il est mort avec l'accident du Challenger. Mais ça a tout rentré sur ma logique. Alors, mon deuxième rêve, c'était de devenir un astronaute. Mais j'avais, écoute, trop d'études. On va s'en passer. Mais la réalité, c'est que c'était la première fois que je voyais un scientifique noir un astronaute qui va conquérir, qui va sortir qui va aller dans l'espace, qui va aller sur la Lune, ou qui va aller qui a des aspirations d'aller sur la Lune. Et ça m'a motivé de faire des études en sciences et d'aller dans un secteur de pointe. Alors, le point d'Ismaël, il est réel aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que moi, Franz Saint-Elemi, je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important d'avoir des modèles. Absolument. On ne peut pas rêver de devenir quelque chose juste en rêvant. Il faut le voir. C'est là où on voit l'importance de la représentation dans la communauté. Absolument. C'est pour ça qu'on est là. C'est à ça sert le Black Ink, en fait. Tu sais, il y a beaucoup de fonds présentement qui existent pour les entrepreneurs de nos communautés. Je trouve que c'est quand même important de parler de propriété intellectuelle, parce que, comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui se préparent à aller chercher ces fonds, mais qui ne sont pas préparés du tout. Ils ne sont pas outillés. Ils ne sont pas outillés, ils ne sont pas préparés. Ils voient juste
qui peuvent aller chercher 5 millions pour leur entreprise puis l'aider à grandir. Oui, c'est magnifique, mais je veux dire, tu l'as dit tantôt, les investisseurs, ils vont te demander, ils vont vouloir se backer. Genre, est-ce que tu as quelque chose qui va... C'est quoi qui peuvent les assurer réellement que ton produit, c'est pas un produit qui est déjà... que tu peux pas l'utiliser à Vancouver, par exemple, tu vois? Ou le nom de ton entreprise ne peut pas être utilisé à Vancouver. Je pense que c'est la raison pour laquelle que, pour moi, c'est important de faire cet épisode spécifiquement par rapport à la propriété intellectuelle, parce que moi-même, tu sais, je me sensibilise davantage par rapport à ça. Puis, tu sais, aller chercher ces fonds-là, c'est important pour moi d'être tac à tac. C'est quoi les conseils que vous donnerez aux jeunes entrepreneurs ou même des gens qui voudront, qui veulent devenir des scientifiques, des ingénieurs? C'est quoi les conseils que vous leur donnez par rapport à la propriété intellectuelle ou même les entrepreneurs, entre autres, pour commencer? J'imagine que l'éducation en premier sur la propriété intellectuelle, ce serait le conseil que je donnerais en premier lieu. Pouvoir s'informer sur ce que c'est et surtout comment bâtir une stratégie, vu la discussion qu'on a eue là, ça a l'air vraiment très, très rigoureux. Absolument. Et très important. Vraiment. D'abord, je dirais, tu sais, c'est de trouver sa passion. Qu'est-ce qui nous passionne? Tu as dit quelque chose qui t'intéresse, qui était très important, c'est que tu fais ce que tu aimes. Ouais. Et parce que tu fais ce que tu aimes, tu as le goût d'aller plus loin. Absolument. Donc, alors, il faut d'abord être passionné. Si c'est juste un job ou c'est juste une façon de faire de l'argent, tu n'auras pas le courage quand ça va aller mal. Parce que ça va aller mal. Et ça va demander des sacrifices. Et ça va demander justement essais-erreurs. Donc, première des choses, c'est d'être passionné, de trouver quelque chose qui nous passionne. Parce que quand tu es passionné, tu ne comptes pas les heures, tu ne vois pas que les sacrifices vraiment, tu vois quelque chose qui te carbure. La deuxième des choses, c'est de se trouver des mentors, des idoles ou des gens qui peuvent nous inspirer dans ce que l'on fait, mais qui ont de l'expérience, en anglais on dit relevant experience, qui ont de l'expérience dans le secteur qu'on veut. Je vais juste faire un petit parenthèse, il faut faire attention aux beaux parleurs. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais qui font rien de concret. Il y a des spécialistes qui vont vous former en comment lancer une entreprise, qui n'ont jamais lancé une entreprise à succès. Ou même qui n'ont jamais lancé l'entreprise, point final. Bon. Alors, c'est très important d'être bien entouré, mais surtout d'aller dans les bons réseaux. Maintenant, là, je parle à mes sœurs et frères Black, OK? Il faut être confortable à être inconfortable. Sortir de nos réseaux traditionnels. C'est très confortable d'être entouré de frères et sœurs, de gens qui nous ressemblent. But that's not where the money's at. Il faut aller là où se trouve l'argent, là où se trouvent les clients. On est au Québec, on est au Canada, on est la minorité. Il y a 1,3 million de Noirs au Canada. OK? Alors, puis le territoire est énorme. Le territoire est massif. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Blancs qu'il y a de Noirs. Alors, il faut se sortir de notre contexte de Noirs, puis d'être capable de faire quelque chose qui va aussi attirer la grande majorité. Alors, donc, être à l'aise, être inconfortable. Moi, l'expression que je dis, c'est que moi, je suis un peu pour quand il s'agit des technologies, parce que je suis très souvent le premier, le seul ou l'un des seuls. Et j'imagine que tu dois vivre la même chose. Alors, il faut être à l'aise à être inconfortable, il faut être à l'aise à être les seuls et se mettre dans des conditions où est-ce que on va ne pas avoir... tu sais, l'expression de dire « shoot for Mars, land on the moon ». OK? Donc, vise très, très haut. Alors, il faut se mettre dans des réseaux où est-ce que l'argent circule, les contrats se donnent et c'est par synchronicité, les choses vont arriver. Ouais, ça, c'est clair à 100%. Deuxième, c'est... excuse-moi, là, je suis rendu à quatrième, mais la réalité, c'est deuxième, spécifiquement pour nos frères et sœurs, c'est il faut aussi avoir la capacité de rebondir. On a souvent tendance à dire ouais, c'est parce que je suis un noir. Ben oui, Chris, c'est dur être un noir. On le sait. Il faut avoir la résilience
puis être conscient que ça va être 10 fois plus difficile. C'est pas 2 fois, c'est 10 fois plus difficile. Et là, c'est là que ça vient la responsabilité. Et la responsabilité de chacun d'entre nous de donner la main, de tendre la main, le retour de l'ascenseur. C'est ce que font les Juifs, c'est ce que font les Caucasiens, c'est ce que font les Asiatiques, c'est ce que font les Latinos. Mais chez nous, les Noirs, on a souvent été capable de divide and conquer. Et une fois qu'on réussit, ça va être tellement dur, le chemin de la réussite, qu'on oublie de retourner puis d'en amener, de créer l'ascenseur. Donc, c'est extrêmement important de voir ce continuum de réussite. Donc, tu as réussi, tu as la méthode, tu as réussi, ça t'a fonctionné pour toi, ben, sois le mentor pour d'autres, sois l'ascenseur, le levier pour un autre ou une autre. Ça, c'est tellement important parce que si tu le fais pas, qui va le faire? Exactement. J'ai l'impression qu'on voit en tout cas de plus en plus ce genre de relation entre nous. Je ne sais pas si c'est parce que même moi, dans la communauté, je suis quand même assez proche. Disons que mon entourage est quand même en majorité noire. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, l'entraide entre nous, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je pense qu'il y a une chose vraiment intéressante que Franz a dit, c'est de sortir de sa zone de confort, sortir de ses réseaux habituels, parce que c'est là que les choses se passent. Et on parlait de c'est quoi la réalité, d'être noir, comment l'ascension peut parfois être plus difficile. Mais il y a aussi un avantage à tirer de ça, c'est que si tu es le seul, c'est un avantage d'être le seul parce qu'on se souvient de toi, on te reconnaît. C'est sûr, si tu fais n'importe quoi, on va se souvenir aussi de toi. Et puis, pas seulement de toi, par contre. On va se souvenir de tous les autres. C'est ça. Ils ne sont même pas là. Par association. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi, comme le disait France, une responsabilité d'excellence. Parce que l'association est rapide. Si tu fais mal les choses, ça va juste avoir le contraire de shine là, sur tout le reste. Alors que si tu fais bien les choses, non seulement il va y avoir une association positive qui va se faire, et puis les gens vont se souvenir de toi. Je l'ai remarqué, je vivais dans plein d'endroits, que ce soit des événements, des conférences, des congrès. Puis souvent, je suis dans certains internationaux, par exemple, et puis au Canada, en propriété intellectuelle, un grand métis avec des lunettes bleues. Il y en a combien? Il y en a un. Et les gens se souviennent. Des fois, on vient me voir, on me réécrit. Tu ne peux pas te souvenir de centaines de personnes. Mais eux, puis c'est ça, je le dis vraiment sans vouloir me vanter. Les gens, c'est juste factuel. Ils se souvenaient de moi. Ismaël, moi, je te connais. OK? On va se dire les vraies choses. Tu es extrêmement décidé. Et ça, c'est pas juste la résilience. Hein? C'est vraiment être décidé, avoir un purpose. C'est que tu te mets dans les bons réseaux. Tu fais les efforts d'outreach. Je ne sais pas combien de fois je t'ai vu dans des occasions, je me dis, mais il est partout, lui. Partout où est-ce que j'étais, évidemment, parce qu'on se voyait. Mais tu n'avais pas peur de te mettre inconfortable. Puis ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement important. Ta réussite, c'est une réussite qui est programmée depuis 10-15 ans. Tu y travailles. Tu as été méthodique. Et aujourd'hui, tu es en mesure d'y arriver parce que tu as mis les efforts, tu as été patient, tu as été là, parfois, des fois, même inconfortable, mais tu t'es sorti justement de ton réseau traditionnel, te mettre inconfortable. Puis aujourd'hui, c'est clair qu'ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu. Ouais. C'est éviter de tirer, j'ai fait tout ça, mais il faut éviter de tirer des conclusions trop rapides. Tu parlais de la résilience, de dire ça ne marche pas, parce que ça n'a pas marché pendant longtemps. Et je suis arrivé là sans connaître personne, sans être du milieu juridique, sans aucune connexion, avec une petite université de France. J'ai commencé dans un tout petit bureau ici, je gagnais une misère, vraiment. Puis je cognais aux portes, il n'y a personne qui veut te parler, personne qui va t'aider. Ce que j'ai fait, c'est vraiment, je vivais dans une colocation, j'avais des dettes à rembourser, c'était vraiment, ça allait mal. Puis je me suis dit, au bout d'un moment, je vais faire ce que dit. Puis certaines personnes disent que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais c'est l'expression de Tony Robbins. Il parlait de massive action. Et puis j'ai commencé à le faire de manière complètement obsessive. Tu sais, il parlait de Sport Friends. J'aime bien la phrase de Mayweather qui dit I'm not talented, I'm just obsessed. J'ai commencé à faire tout ce que je pouvais faire. Et puis au début, un peu de tout et n'importe quoi aussi. Mais avec le temps, ça commence à se raffiner. Et puis tu vois que tu fais les bonnes choses. Et puis une chose en amène une autre, une opportunité, une connexion, un développement. Et puis ça se construit, mais ça se bâtit sur des années.
puis à coup de soirée, de nuit, de week-end. C'est pas arrivé des fois, les gens me posent des questions et puis ils disent « Ah, là, c'est difficile. » Mais je vais pas leur faire une liste de tout ce que j'ai fait, mais je pourrais leur dire je pourrais leur dire est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Écoute, merci énormément. Je pense que ce podcast, ça va être l'un des plus longs, ou le plus long, vraiment. Merci énormément. En fait, si les gens qui nous suivent, qui veulent vous suivre éventuellement, c'est où qu'ils peuvent le faire? Moi, c'est surtout sur LinkedIn, Lauriane Maillefort. J'utilise Instagram et Twitter, mais disons que c'est rien de sérieux, donc je préfère ne pas le donner. Ok, parfait. Franz? Moi, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Le plus facile, c'est vrai, LinkedIn. Je suis plus assidu sur LinkedIn. Parfois, je suis sur Instagram et occasionnellement sur Facebook. Sinon, c'est franz.s@groupe3737.com. Le groupe 3737, c'est la référence entrepreneuriale au Canada, fondée par des entrepreneurs noirs, pour des entrepreneurs noirs et issus de la diversité. Excellent. Ismaël? La meilleure manière, c'est de venir prendre un café au bureau. Mais vraiment, c'est une invitation. Là, je le fais beaucoup et c'est bien de discuter et puis aussi d'échanger des idées. Et puis, donc, Benoît Écoté. Courriel, c'est ismaël@benoît-coté.com. Sinon, je suis très actif sur LinkedIn, comme France l'a testé tout à l'heure, sur Twitter. Aussi, je partage beaucoup d'informations par rapport à l'actualité en propriété intellectuelle. C'est parfait, c'est excellent. Merci encore vraiment de nous avoir partagé tout ça. Vraiment, je pense que ça va être... cet épisode va, en tout cas, ça va être excessivement important pour tous ceux qui veulent lancer une entreprise complète, à mon avis. Fait que merci encore. Merci à toi. Super, merci à toi. D'accord. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît Écoté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.